en live. On va aller retrouver nos amis sur Facebook. Enfin. Je vois que tu as ta boisson chaude toi aussi, Nicolas. Oui, bien sûr. Bon, Bien alors, sûr. santé à ceux Alors, qui je seront regarde là si en je te vois replay. apparaître. Ça va Oui, venir. tout à Ça va fait. venir. Hop. Il faut juste que je mette un petit quelque chose avant et que je mette le partage. On va le voir sur le site. J'espère que la connexion tiendra bien parce que des fois, j'ai des soucis ici au niveau réseau, mais bon, Regarde, on croise super. tous les doigts. Allez. Normalement, on devrait être live sur Facebook là maintenant. Ça. On va aller. Nous y sommes. Je Nous y fais le sommes. partage et c'est parti. On va laisser le temps à nos amis de se connecter. Je vais juste vérifier qu'on y est aussi. Est-ce que je le vois? Tu confirmes, tu as ta preuve sur ton écran? Ouais, alors, je t'ai vu sur ton profil, je vais regarder sur le mien, puis après, je le mets de Ouais, côté. c'est bon. Tac, tac, tac. Yes, c'est tout bon. Je t'ai vu sur ton profil, je vais regarder sur le... Par contre, voilà, tu as un écho au niveau du son, Nicolas. Tu as pas Ouais, mis je l'ai coupé. d'écouteur. Ouais, super. Tu m'entends ou pas, là? Je Ouais, t'entends c'est mieux? super bien. Et bien, Ok, ça y est, super. nos amis commencent à se connecter. Je vois qu'il y a 2 personnes. Voilà, si vous pouvez nous faire un petit coucou dans les commentaires, on apprécie toujours savoir que la connexion est bonne aussi de votre côté, que le son est OK. La vidéo, on la voit bien, ça c'est bon, mes yeux peuvent confirmer, mais le son, je ne sais jamais de votre côté si tout se passe bien. 10 heures, hello Virginie, c'est notre amie Virginie qui est avec nous. 10 heures, je ne savais pas si on aurait du monde en direct. En tout cas, Salut Virginie. bonjour à tous ceux qui sont en direct et puis coucou aussi à tous ceux qui seront là en replay. Je suis avec Nicolas Boudenov ce matin pour notre 4e déjà édition de Tous les chemins mènent à soi. Nicolas, comment vas-tu? Je vais très très bien. Salut Valérie, bonjour à toutes, à tous. Je vais très bien, je suis super content de te retrouver là ce matin en direct et puis de nous laisser porter en ce jour du 16 février en plus, la pleine lune, c'est ça? Ça te va bien, hein? On n'a pas fait exprès, mais ouais, c'est plutôt sympa. Ouais. C'est plutôt sympa. Ouais, je suis ravie aussi de t'accueillir et puis de marcher un bout de chemin avec toi, justement, pour voir tous ces chemins qui t'ont conduit jusqu'à toi aujourd'hui. Je crois que maintenant, ça y est, ceux qui sont là et qui récidivent ont compris le principe de tous les chemins mènent à soi, mais j'aime bien le repréciser, le reformuler pour ceux qui vont découvrir, qui vont peut-être découvrir par le biais de ton partage. Donc, tous les chemins mènent à soi, ce sont des entrevues que j'ai imaginées comme une promenade, en effet, où on va remonter, on va repartir de l'enfance souvent pour voir qu'il n'y a jamais de hasard. Il y a tout un tas d'éléments, d'événements, de rencontres, de moments clés, moments charnières qui nous conduisent les uns les autres jusqu'à nous. Alors, les invités se laissent porter. Moi, je me pose en tant qu'experte de l'outil Ikigai et je les emmène se balader dans les différents cercles justement de cet outil. Je sais que dans les entrevues, on a l'habitude de présenter les gens à travers leur certification, leur diplôme, leur expertise professionnelle, ce qu'ils ont accompli. Mais tous les chemins mènent à soi. Pour moi, c'est avant tout des rendez-vous, des rencontres où je veux mettre en avant d'abord la dimension de l'être, parce que nous sommes des êtres humains avant d'être des fers humains. Alors, on va venir à ce que tu fais aujourd'hui, Nicolas, mais on va aller te rencontrer toi, et c'est ça qui m'intéresse. Et puis peut-être que dans cette rencontre, les gens auront des prises de conscience parce qu'ils vont dire « Ah, mais ça résonne chez moi ce qu'il a vécu. » Et ça va peut-être les mettre aussi en chemin vers eux, peut-être. Et puis, je dirais que quand ces rencontres, tous les chemins mènent à soi, et bien, vont se multiplier, j'aimerais bien mettre en avant justement que le monde de demain sera très certainement, en tout cas moi j'en suis sûre, rempli de personnes qui... en fait, il y aura autant de métiers, je dirais, que d'êtres humains, parce que je crois qu'aujourd'hui, chacun va aller créer quelque chose qui est designé, hein, tu vois, avec sa vraie nature. Chacun va créer son propre métier, je pense, dans le monde de demain. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Nicolas, déjà?
Alors, je t'ai entendu déjà évoquer cette idée de métier, chacun dans sa dimension, Ouais. et je ne sais même pas s'il va falloir encore parler de métier. Ah, intéressant. J'ai vraiment, moi, le sentiment qu'on se remet au contact d'activités qui nous font vibrer, dans lesquelles on se sent le plus à l'aise et le plus proche de soi, en fait. Et ces petites activités ou grandes activités mises bout à bout doivent pouvoir nous permettre d'équilibrer tous les besoins qu'on Mmh, a, que ce soit personnels, familiaux, financiers. ouais. Et moi, vraiment, je suis en train de me dire que j'ai envie d'oublier même cette notion de métier. Voilà. Comme Ah, ça évite aussi de partir dans une histoire de carrière. Et, ou alors cette carrière, c'est vraiment un endroit comme dans Astérix et Obélix où on va aller taper un petit peu avec son petit marteau et essayer de façonner les choses à sa façon, de façon à se retrouver avec ses menhirs à porter, à essayer de marchander à droite à gauche, mais qui nous portent bonheur surtout. ouais, j'adore ce que tu proposes. Et tu vois, en t'écoutant, alors vous allez vous en rendre compte, hein, vous en rendre compte, ceux qui sont connectés, ceux qui regardent en replay, que Nicolas est un amoureux des mots. Et moi, j'adore le lire. Alors, pas tout le temps, c'est vrai que parfois, je dis, ah, j'aimerais avoir plus de temps, mais c'est un amoureux des mots et tout ce qu'il publie, tout ce qu'il écrit, c'est du bonbon. Et là, je t'écoute et je sens à quel point le choix des mots, la justesse des mots, c'est quelque chose qui est important pour toi. Et j'irais bien, moi, creuser, après notre entrevue, l'étymologie du mot métier pour voir si en effet ça résonne toujours avec moi. Et Mm. c'est une belle proposition, je trouve, que tu nous fais. Bah, en fait, tu vois, quand tu me parles de métier, ça me renvoie aussi, moi, à mes souvenirs d'enfant, hein. Je suis originaire du plat pays, donc c'est aussi la région de la filature, du textile. Et quand j'étais gamin avec l'école, on allait visiter les musées du textile et on nous a présenté un métier à tisser. Et qui était l'origine de ce mot métier, justement. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être encore plus la notion de tissage, que le métier, ça reste l'outil pour tisser et pour mettre en place un textile, un tissu aujourd'hui de relations humaines, sans doute aussi, et avec des mots comme la navette, qui fait des va-et-vient pour que les choses puissent avoir une certaine texture. Voilà, donc moi, le métier, je garde ce souvenir enfant et je crois que je suis resté dans cette idée de tisser et de métisser aussi. Enfin voilà, il y a tout un parcours de mots qui peut être intéressant à remettre au goût du jour, effectivement. Ouais, je savais qu'on allait se régaler avec toi, Nicolas, ce matin. Merci. Je savais qu'on allait se régaler. Alors, moi, je te découvre seulement. On a eu l'occasion de se découvrir au sein du congrès de l'écologie relationnelle organisé par Virginie Chastel, qu'on aura l'occasion de découvrir aussi cet après-midi. Et, la dimension du feu, en fait, elle est très présente chez toi. Alors, on va découvrir peut-être pourquoi elle est toujours là, comment elle est arrivée chez toi. J'ai envie de te poser une question. On va rester chez le petit Nicolas, puisque tu nous en parles là avec ton métier à tisser. Euh, tu avais tendance à jouer avec le feu quand tu étais petit ou pas? Je crois que c'est le feu qui joue avec moi. Ah, raconte-nous. Ouais, je crois que c'est le feu qui joue avec moi. Alors déjà, je suis né un 10 août, un 10-08, tu vois, pour quelqu'un qui va finir par exercer professionnellement dans le 18, il y a quand même des choses assez troublantes. Euh, donc effectivement, je suis un signe de feu. Euh, j'ai tellement entendu qu'on ne pouvait pas jouer avec des allumettes quand j'étais gamin que j'ai commencé à collectionner les boîtes d'allumettes et elles étaient vides. Et je les collectionnais pour la beauté de la boîte, parce qu'à l'époque, il y avait plein de collections avec les TGV qui arrivaient. Enfin, et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait ce lien entre le petit collectionneur de boîtes d'allumettes et ce que je proposais aujourd'hui dans des accompagnements avec des exercices partant d'allumettes, finalement. Ah, Alors, j'ai jamais vraiment été pyromane, pas du tout en fait. Et, par contre, oui, j'ai été souvent au contact du feu. Le feu est souvent venu à mon contact. J'ai eu, quand j'étais gamin, j'ai eu des brûlures sur les cuisses suite à une maladresse de ma maman avec une casserole d'eau bouillante. J'ai été très touché par un livre que j'ai lu quand j'étais en primaire sur Martin Gray, Au nom de tous les miens.
où il expliquait l'histoire de sa famille qui avait péri dans un incendie. Et ça m'avait vraiment profondément touché à l'intérieur et je ne savais pas expliquer ce que ça venait réveiller, en fait, parce que j'étais encore très jeune. Ouais. Et alors c'est vrai qu'on ne va pas s'embêter avec les diplômes, etc. Mais j'ai eu l'occasion de reprendre des études sur le tard à l'âge de 40 ans dans les sciences humaines et les pratiques sociales. Et ces liens-là, si tu veux, on m'a accompagné à les revisiter et à les faire. Donc toute cette partie-là sur le feu, oui, je me suis éclairé sur le parcours que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et l'idée, c'est de garder ce flambeau bien allumé et puis de proposer à d'autres, sur leur propre chemin, d'allumer certains indices, d'apporter quelques éclairages aussi, en étant toujours très prudent sur la définition que l'on donne au feu, parce que le feu, c'est le meilleur ami de l'homme et l'incendie, c'est son pire ennemi. Voilà. Et, Très juste. donc, dans mon travail de recherche, c'est vrai que je me suis posé cette question on parle toujours de l'époque où l'homme a découvert le feu, et moi, par provocation, j'ai plutôt le sentiment que c'est le feu qui a découvert l'homme ou qui lui a permis de se découvrir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon dont tu nous invites à observer le monde sous un autre angle, en fait, sous un autre angle. Et j'entends dans ce que tu nous partages que c'est très clair, tu as déjà fait beaucoup de liens dans tes expériences de vie, dans, dans, ces, dans cette collection de petites boîtes d'allumettes. On sent bien voilà, que le feu est très présent pour toi, et qu'il est même au cœur de ce que tu proposes aujourd'hui. On l'entend aussi dans ton vocabulaire, dans les mots que tu choisis. On sent bien voilà, qu'il y a un vocabulaire qui est volontairement choisi. Je serais même tentée de dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore marché des chemins avec toi, mais qu'aujourd'hui, tu vas aller chercher cette petite braise qu'il y a encore au cœur des gens pour pouvoir aller souffler dessus et puis rallumer un feu de joie en chacun de soi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis un grand partisan depuis quelques mois de l'expression du nouvel âge, mais pas du New Age. Le nouvel âge, AJE, où il y a de l'amour, de la joie, de l'espoir. Et c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui. C'est-à-dire que le sapeur-pompier a vraiment définitivement posé sa tenue. Parce que dans mes formations d'expert de l'incendie, je suis allé réapprendre à voir comment naissait un feu pour pouvoir l'éteindre mieux. Et du coup, je me suis rendu compte aussi qu'on était obnubilé par la flamme et on oubliait de se préoccuper des fumées. Et que peut-être que ces fumées produites depuis la flamme avaient beaucoup de toxicité, beaucoup de nocivité, beaucoup de choses plutôt asphyxiantes et même aveuglantes. Mais par contre, la flamme qui était à l'origine de ces fumées, peut-être qu'elle avait besoin dans beaucoup de situations d'être préservée. Voilà. Et forcément, ça fait des liens avec ce qu'on appelle le burn-out. On oublie trop souvent de parler du burn-in, qui est un signe avant-coureur du burn-out. Et moi, c'est aujourd'hui cette expertise-là que j'ai envie de revisiter, alors avec d'autres approches que les approches classiques, en n'oubliant pas d'où je viens, en étant plus en harmonie avec qui je suis réellement et qui je ne suis plus au sens du verbe suivre aussi. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est vrai que pour moi qui sais d'où tu viens et quelle transition tu as faite là récemment, tout ce que tu partages, c'est très éclairant. Pour les gens qui ne te connaissent pas encore, on dit, ah mon Dieu, mais c'est très énigmatique tout ça. Il nous parle de feu, il nous parle de burn-out, il nous parle de fumée, mais qui est Nicolas et d'où vient-il? Alors je sais que tu étais sapeur-pompier avant ça, hein, c'est ça, avant de faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça? Est-ce que ça a été ton premier métier? Je sais que toutes les petites filles en général, tu sais, elles veulent toutes être maîtresses à un moment donné, les garçons pompiers ou policiers. C'est quelque chose que tu voulais faire, toi, ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas Qu'est-ce du qui tout. t'attirait quand tu étais petit? Qu'est-ce que tu aimais, à part Alors, collectionner les petites boîtes? en fait j'avais des tonnes d'envie, des tonnes de choix possibles, et c'est toujours hein, actuellement
ce qui peut parfois être très complexe ou très compliqué à mettre en œuvre parce qu'on a envie d'aller dans tellement de directions qu'on finit par s'éparpiller. Bon, ça aussi, je l'ai découvert sur le tard, mais du coup, j'avais plus, moi, une vocation dans le monde artistique, je pense, dans le monde des lettres, dans le monde du théâtre, dans le monde de la comédie, de la chanson. Enfin voilà, je voulais aller vers ça. Et en même temps, j'avais un côté aventurier qui me disait tu pourrais être pilote d'hélicoptère, ce serait trop bien, quoi. Tu prends ton hélico, tu vas te poser là où tu veux. Et puis, parce que j'étais très inspiré par une série de l'époque où il y avait une équipe de sauveteurs qui allaient remplir toutes les missions diverses et variées avec leur hélico. Voilà, j'étais fan aussi de l'agence touriste, ces choses-là, et je me suis rendu compte que ouais, ben Nicolas, il y a un S à la fin, c'est pas un hasard, c'est qu'on est plusieurs, il va falloir faire équipe, quoi. Ah, Et, c'est beau. ouais, et du coup, il y a aussi ce rebelle hein, qui sommeille toujours, mais qui était en arrière-plan d'un garçon très timide, en fait, et très obéissant, très discipliné, qui était le quatrième d'une fratrie et qui marchait dans les pas de ses trois grands frères, en fait, sans trop oser passer devant. Et, et quand je suis arrivé au lycée, où j'ai été orienté sur des filières qui n'étaient pas du tout celles que je désirais, mais j'avais un papa professeur de mathématiques qui voulait me permettre de m'ouvrir un maximum de portes et qui, en voulant bien faire, et sur les conseils d'un copain prof à lui du collège qui m'avait eu en classe, m'a carrément pris dans sa classe en seconde. Et j'ai vécu mon premier traumatisme là, où je me suis retrouvé tout un été à ne pas savoir si à la rentrée, le monsieur qui était en face de moi, il fallait que je l'appelle papa, monsieur, prof, ou finalement que je ne dise rien et que je me taise et que j'écoute. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion d'observer mon papa sous un regard différent, et puis d'observer aussi les interactions avec les autres élèves et la posture qui était la sienne, qui n'était pas confortable non plus, parce que finalement, il faisait ça pour mon bien, mais pour lui, ça ne devait pas être facile non plus, quoi. C'est clair. Ça, je l'ai compris beaucoup plus tard, mais il n'empêche que du coup, j'ai quand même été en rébellion dans mes années de lycée parce que j'étais dans un lycée technique où je m'emmerdais typiquement, où je me sentais pas doué dans ce que je faisais alors que je sentais que j'avais d'autres prédispositions ailleurs. Et en plus, je m'ennuyais timidement, enfin, dans une ambiance de garçons où il n'y avait que des garçons. Et moi, j'avais besoin de rencontrer des filles à cette époque-là. J'avais envie voilà, d'être dans cette phase-là. Et, et j'avais une maman, par contre, qui faisait beaucoup de pièces de théâtre en patois, qui avait hérité ça d'un papa qui faisait du théâtre, qui était en scène. Donc d'un côté, il y avait un grand-père qui était sur la scène, et de l'autre côté, l'autre grand-père, c'était la résistance, la guerre, les camps de prisonniers. Enfin, et ces deux grands-pères, je ne les ai pas connus longtemps, en fait. Mais je me suis inspiré de leur histoire. Et à l'âge de 20 ans, en allant me perdre dans la fac et à l'université, je me suis dit, bon, il y en a marre, maintenant, je vais aller plus loin dans la rébellion. Et j'avais vu une émission sur les pompiers de Paris à la télé. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air vachement bien ce truc-là. Et puis, comme ça a l'air tellement difficile et que je ne serai jamais pris, ben, je vais postuler. Voilà. Juste pour provoquer un petit peu à la maison en disant, voilà, c'est ça que je veux faire parce que les études ne me conviennent plus, je n'y trouve pas mon compte. Et eux, au moins, ils passent leur temps à sauver des vies et c'est cool, quoi. Et quand j'avais exprimé déjà ce premier truc sur l'année du baccalauréat, mon prof de sciences naturelles qui s'étonnait que je ne veuille pas faire un dossier pour les grandes écoles, contrairement à tous mes camarades de classe, il m'avait même dit que j'avais aucune ambition, donc c'était très rabaissant. Et je lui avais dit, écoutez, ma seule ambition, c'est d'apprendre à sauver des vies et je vais commencer par la mienne. Donc je me casse, quoi. Et c'était magnifique. Et à l'époque, j'étais vraiment en colère, quoi. Et je suis parti en colère dans ce cursus en me disant, ils commencent vraiment tous à m'agacer. C'est ma vie, c'est à moi de la prendre en main. Et quand je suis allé timidement dans le bureau de mon papa à la maison, lui dire, écoute, j'ai fait un choix, je vais m'engager, je signe dans l'armée de terre parce que les pompiers Paris dépendent de l'armée. Je m'engage pour 5 ans et ciao. Et il m'a regardé et puis il m'a dit, bah, écoute, c'est super,
c'est un très très beau métier. J'espère que tu vas y être heureux, que tu vas faire plein de belles choses parce que vraiment, c'est un choix courageux et je suis sûr qu'un jour en plus, les études te rattraperont. Et ce jour-là, je me suis retrouvé un peu pris à mon propre piège et en même temps encouragé à partir dans une direction qui était complètement inconnue de toute la famille et de moi le premier. Et je me suis dit, en fait, je rêvais de brûler les planches sur les boulevards parisiens et là, je me retrouve à aller apprendre à les éteindre. Ouais. Voilà. Et, mais c'est que c'était mon parcours, en fait, et j'ai jamais regretté ce choix. Je me suis éclaté pendant des années. Et quand je dis éclaté, je pense que le verbe est le bon. Oui, ça va. Jusqu'à un moment donné, me dire, mais attends, est-ce que réellement c'est moi, là, aujourd'hui, où j'en suis? Et à l'approche des 40, 50 ans, est-ce qu'il n'y a pas d'autres directions à commencer à réemprunter pour la suite? Parce que finalement, n'oublie pas non plus tes rêves quand tu étais plus jeune et t'en es où par rapport à ça? Parce Ouais. que tu n'es pas obligé de te cramer toute ta vie non plus. Ouais. Et tu en as assez fait pour les autres aussi. Ouais. Voilà. Donc ça J'ai- s'est fait de prise de conscience en prise de conscience et puis de situations aussi assez dramatiques qui, un moment, sont venus me dire bon, stop, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je t'écoute et je souris en écoutant le vocabulaire que tu utilises parce que à travers ton parcours, on sent bien à quel point, en effet, le feu est très présent. Et je dirais, donc, on va parler de ce moment de bascule, hein, parce que du coup, tu es resté très, très longtemps dans cette profession de 33 ans. coach. OK. Et aujourd'hui, donc, on va parler de ce que de qui tu es et de ce que tu fais aujourd'hui, la façon dont tu accompagnes les gens. Je- J'entends bien hein, tout ce que tu décris dans ton propre parcours, quoi. C'est les mots que tu utilises qui sont vraiment en lien avec ce métier de sapeur-pompier que tu exerçais. Est-ce qu'aujourd'hui, je dirais, tout ce que tu utilises, tout ce vocabulaire que tu utilises pour parler de ton histoire, c'est quelque chose qui fait du sens et que tu transposes dans tes accompagnements? Alors, oui, on va parler de la Bien sûr. transition après. Oui. Je pense même qu'au-delà de la transposition, il y a une transmutation, il y a une transformation, il y a une forme d'alchimie, en fait, à laquelle je tiens beaucoup. C'est vrai que j'ai monté ce concept que j'appelle le fire coaching, qui surprend beaucoup de gens quand ils me disent « Mais attends, je ne comprends pas, tu es amoureux de la langue française et tu nous balances un truc en anglais. » Et là, je leur dis « Oui, mais c'est parce que vous n'avez pas lu tout ce que j'ai écrit encore et vous ne savez pas, vous, où j'en suis. Et Ouais. quelque part, heureusement qu'il y a encore cette part de décalage entre nous, parce que le fire coaching, c'est le résultat de 4 années de reprise d'études à l'âge de 40 ans, plus une formation au métier de l'accompagnement, plus d'autres formations qui sont venues dans tout ça. Et c'est surtout former, intervenir, réfléchir ensemble. Donc ça, c'est une posture qui est plutôt une posture de formateur, de formateur, de formateur, de chercheur également. Et le coaching qui arrive dans Fire Coaching, c'est un mot que j'ai développé dans mon mémoire d'études universitaires, qui est mon deuxième ouvrage en fait, où je propose une méthode d'accompagnement. Et ça signifie simplement, coaching, c'est une personne qui conduit des opérations d'accompagnement, donc c'est OA, constructiviste et humanisante. Parce que j'ai horreur du terme de coach, en fait. Je n'aime pas ce mot. Donc, je me suis amusé à le décliner. Voilà. Tu nous le refais parce que je trouve ça tellement joli. Eh ben, oui, le coach, dans cette définition que je m'en Oui. suis faite, c'est une personne qui conduit des opérations d'accompagnement constructiviste et humanisante. Ça veut dire qu'il y a vraiment des outils derrière et des théories aussi, hein, il en faut, et des pratiques qui sont issues de courants pédagogiques qui ne sont pas d'aujourd'hui, hein, alors qui apparaissent nouveaux pour certains. C'est comme quand on parle de ce nouveau monde. Peut-être que ce qui est nouveau, c'est le regard qu'on peut porter sur un monde qui est déjà existant et ça change tout, et dans l'instant. Voilà, et parce qu'il n'y a rien de nouveau dans tout ça, c'est juste l'histoire de l'aventure humaine, et on en fait partie pleinement, et à un moment donné, on doit oser prendre sa place d'explorateur dans ce voyage. Voilà. C'est ça, c'est ça. J'aime beaucoup la définition du coach que tu nous proposes parce que je trouve qu'en effet, c'est un mot qui a été galvaudé et qui a Oui. été utilisé, je dirais, pour tout et pour rien. Et la définition, donc en français, que tu nous proposes, je la trouve très, très, très juste.
Merci. Qu'est-ce qui s'est passé du coup pour passer de la profession de pompier au fire coaching? C'est maintenant, c'est maintenant que je vais casser un peu l'ambiance, ou que je vais mettre une chape de plomb dans cette histoire, mais elle est importante. Il s'est passé qu'il y a eu 3 morts autour de moi, dont j'ai eu beaucoup de mal à accepter, enfin à me remettre. J'ai perdu mon meilleur ami, voilà, dans la profession. Ça a été un moment super douloureux, qui est venu me bousculer, mais au plus profond de moi, parce que mes contrats d'amitié sont rares et sont précieux. Et, et c'était une époque où j'étais, moi, dans la profession, formateur dans une école départementale de sapeurs-pompiers. Donc, je m'étais mis en retrait des camions rouges. Et je trouvais à l'époque que j'exerçais un métier encore plus beau que celui de pompier, qui était celui de former les pompiers. Voilà. Et donc, j'y ai mis beaucoup de mois dans cette histoire, dans cette période qui a duré 5 ans et demi. Et en plein dans cette période, c'est l'époque où j'ai commencé à reprendre mes études. Mais en fait, ça, c'est un premier traumatisme en fait, que j'ai vécu, c'est le départ de Laurent, qui s'est noyé dans un lac de Haute-Savoie. Et il y a eu beaucoup d'injustice et d'incompréhension sur sa propre mort et les conditions dans lesquelles on a dit à sa famille qu'il était en grande partie responsable alors qu'il était en intervention. Enfin, voilà. Donc il y a eu une colère qui s'est rallumée. Et puis, donc j'ai eu besoin de commencer à me mettre à écrire, en fait, en me disant, donc là on est dans les années 2006, et je me suis dit, je suis en train de vivre une formation, moi, en tant que pompier, au contact d'universitaires des sciences humaines, au contact de gens du Centre national des arts et métiers, au contact d'officiers de la profession qui ont pris des cursus d'études dans le monde scientifique. Et puis là, je perds mon meilleur pote, qui était un pédagogue hors pair, qui était un éducateur, qui était bien plus qu'un sapeur-pompier, en fait. Et là, il y a quelque chose qui me bouscule profondément, et je me dis, c'est pas juste, quoi, c'est pas juste. Et on n'a pas eu le temps de se dire au revoir, parce qu'à chaque fois qu'on se croisait entre 2 stages de formation, on était dans 2 départements différents, on se disait, en fait, il faut qu'on se voit, hein, faut que tu viennes manger à la maison, enfin voilà. Et c'est ce faut qu'on se voit qui disparaît, qui vient vraiment percuter à l'intérieur. Et puis, donc, il y a l'idée d'écrire, mais je commence à écrire des textes pour rendre hommage, quoi. Voilà. Et puis, dans la foulée de ça, je poursuis mon cursus tant bien que mal, et je suis vraiment connecté à la question du savoir. Parce qu'on a oublié un personnage important dans mon rapport au feu, c'est un mec qui s'appelait Prométhée, dont on m'a conté l'histoire quand j'étais au collège, et ça m'a complètement retourné la tête, cette histoire du gars qui avait le culot d'aller voler le feu aux dieux pour le rendre aux hommes, et le feu, symbole du savoir. Et je me suis dit, alors lui, c'est un modèle, ce mec, quoi. Vraiment, il est balèze, quoi. Ton mentor. Et, voilà, et cette histoire de foi qui se faisait bouffer toute la journée, assis et ligoté à un poteau, et puis qui régénérait la nuit, je me disais, waouh, c'est impressionnant que ce soit possible, ce genre de truc. J'étais gamin. Mais il est resté quelque part, et quand j'ai rattaqué mes études universitaires, il m'est revenu, en fait, comme ça, comme un boomerang. Et je me suis dit, en fait, ce travail de recherche que je suis en train de faire, il y a Prométhée, il y a moi, il y a le feu. Voilà, et quand on l'écoute, ça fait Promettez-moi le feu. Ça fait un peu Johnny Hallyday sur le fond, et je trouve ça génial. On n'est pas loin de la chanson, là, on y arrive aussi. Ouais, et c'est venu réveiller des choses tranquillement en me disant, tiens, c'est vrai que dans ma façon de former chez les sapeurs-pompiers à l'époque, j'étais un extraterrestre, parce que j'avais tout épuisé dans les méthodes pédagogiques qu'on me proposait ou qu'on m'imposait, et je trouvais que ça ne marchait pas comme je l'entendais, comme je le voyais sur le terrain, et je me disais, il y a un truc qui me contrarie, ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, il faut que je revienne aux sources de la pédagogie, du savoir, essayer de voir comment vraiment je peux mettre la personne dans la meilleure situation d'apprentissage possible, parce que dans 4 mois, ce gars qui était monsieur et madame tout le monde
il est dans un camion de pompier, il part au feu, il risque sa vie, quoi. Donc, ce n'est pas possible de faire de la moitié de formation ou des trucs qui correspondent à un programme qu'on nous impose, mais qui ne correspondront pas au problème qu'il va rencontrer dans la réalité, quoi. Donc, j'étais dans cette tension, dans cette vraie problématique de pédagogue. Et j'étais aussi à l'approche de mes 40 ans, avec un papa qui approchait les 70 ans, et puis une distance qui s'était installée aussi du fait que j'ai quitté la région du Nord depuis de longues années, et puis parce que à 40 ans, on est un jeune con et on voit ses parents comme des vieux cons. Et je me suis dit que là, j'étais peut-être aussi dans l'erreur ou dans l'errance, et qu'il fallait qu'on arrive à recontacter ça, reconnecter entre nous. Et je me suis mis à écrire à mon papa, en fait. Là, ce matin, c'est fort ce qui se passe. Je rends hommage à Céline Boiteux, qui a eu ce courage-là aussi de raconter des choses importantes. Et je me suis dit que ce matin, ce serait ça aussi pour moi. J'ai souhaité renouer avec lui et lui écrire. Et je lui ai écrit une petite énigme sympa où je lui disais que si mes calculs étaient bons, à telle date, il aurait 70 ans, que moi, j'approchais, que j'aurais bientôt 40 et que 70 moins 40, ça fait 30. Tiens, est-ce que finalement ces 30 années qui nous séparent ne pourraient pas aussi nous rapprocher? Parce qu'aujourd'hui, j'ai des vraies questions à te poser, toi que j'ai découvert en tant que grand pédagogue, pour me reconnecter au savoir, parce que je ne sais toujours pas d'où ça vient et j'ai besoin de comprendre. Voilà. Et en fait, il a été super sensible à ces courriers, que j'ai toujours, et on a commencé un échange comme ça, donc épistolaire en fait. Et c'était chouette parce que je sentais qu'il y avait une petite part intellectuelle qui se réveillait de part et d'autre et on venait se taquiner un petit peu. Et donc, il a commencé à me répondre avec aussi ses énigmes à lui, en me disant telle chose, c'est comme ça. Et puis à la fin du courrier, il y avait un truc, t'as vu, t'as failli y croire alors que non. Parce que dans le calcul que tu as fait, il y avait cette erreur-là qui fait que ce que je t'ai fait passer comme une vérité n'en est pas une. Et toujours cette phase de doute et de vérification de ce qu'on peut te dire, parce que même si c'est dit par une personne qui a une certaine notoriété, ce n'est pas forcément exact. Voilà. Donc c'était cadeau, quoi. Quelle Et stimulation. comment? Quelle stimulation. C'est d'une puissance terrible parce qu'en fait, la transmission se poursuivait. Et ce qui est plus terrible encore, c'est que 15 jours plus tard, il me renvoie un courrier parce que la proposition était de commencer à écrire un livre. Je n'avais jamais écrit de livre et je me disais, je lui avais toujours dit d'ailleurs à lui qu'il aurait pu en écrire tellement je le voyais travailler beaucoup dans son bureau, remettre en place des nouveaux programmes scolaires d'année en année au lieu de se contenter de resservir ce qu'il avait déjà fait l'année d'avant. Donc j'ai toujours eu cette image de mon papa qui était hyper bosseur. Et je lui ai dit, écoute, j'ai envie d'écrire un livre et j'ai envie de l'écrire à quatre mains, entre le pompier qui doit former des gars à partir au feu et le prof de maths qui aurait peut-être quelques petites combines ou des tuyaux à lui passer pour que ses calculs soient les plus justes possibles, quoi. Et il a été séduit par ça et c'était un beau travail qui nous attendait. Et en fait, ce beau travail se poursuit en fait, aujourd'hui parce que 15 jours après avoir échangé là-dessus, il m'envoie un courrier en me disant, écoute mon garçon, je crois qu'il va falloir qu'on revoie notre copie. Je sors de chez le médecin, je viens d'apprendre une terrible nouvelle, et j'en ai plus pour longtemps. Et là, deuxième coup de matraque derrière la tête où je me dis, putain, c'est pas possible. Je viens de perdre mon pote et là, j'apprends que mon papa est sur le départ. Et j'ai eu une grande culpabilité, en fait, à me dire, mais est-ce que c'est pas moi qui ai provoqué ce départ en lui disant que j'ai besoin que tu me traces la route pour les 30 années à venir? Et d'un seul coup, il commence à s'effacer. Et c'est venu me percuter dans ma posture de formateur, parce que c'est exactement la posture que j'avais en formation, de regarder les gens grandir et peu à peu prendre du recul, s'effacer jusqu'à ce que le peloton continue de marcher. Parce que quand tu guides un peloton, tu ne te mets pas devant, tu te mets derrière. Et tu laisses partir le peloton et à un moment, tu te barres et eux, ils continuent de marcher, de chanter au pas, mais ils n'ont plus besoin de toi. Et ça, c'est super à vivre dans la vraie vie parce que je l'ai fait plein de fois. Ça fonctionne. Sauf que l'idée de marcher au pas, elle commençait aussi à me déranger sérieusement en me disant, trouve ton propre pas à toi, ta cadence à toi et arrête de vouloir tout rythmer autour de toi parce que ça devient fatigant. Donc, quand mon papa m'a annoncé son départ, je me suis dit, bon, il est dans le mental énormément.
Il part d'une tumeur au foie, donc il n'y en a pas pour longtemps. Donc là, il y a urgence à faire que la connexion soit encore plus puissante pour la suite. Et je me suis dit, tant pis, ce livre à 4 mains ne s'écrira pas. Je vais écrire un autre livre tout de suite, là, dans l'urgence, pour lui raconter et lui dire merci, lui exprimer ma gratitude du fait qu'à l'âge de 20 ans, il m'a laissé partir, sans jugement, sans rien. Et je vais lui raconter ce qui s'est passé dans ma vie de pompier depuis 20 ans, parce que j'arrivais à 40 ans. Et je vais lui raconter cette histoire sous forme de retour d'intervention, tout simplement. Et dans ces retours d'intervention, je vais rendre hommage à Laurent, qui vient de partir, parce que je vais véhiculer cette histoire dans les casernes de pompiers pour expliquer notre amitié, notre rencontre sur fond de camions rouges et de sirènes hurlantes. Et parce que aussi, j'ai le sentiment que la formation des pompiers à laquelle j'assiste, qui était une formation expérimentale au contact du feu, elle est là pour nous amener des outils des sciences humaines, parce que j'ai le sentiment, c'est juste une intuition, que dans mon métier, comme dans beaucoup d'autres, il y a quelque chose qui est en train de se détruire, c'est les valeurs, c'est l'essence, c'est les bases, c'est la solidarité, c'est toutes ces valeurs humaines qui sont en train de se barrer, et il doit bien y avoir des raisons qui expliquent ça, parce que c'est devenu hyper individuel, chacun pour soi, et c'est plus possible, quoi. Donc ça, tout ça, ça s'explique par le biais des nouvelles technologies aussi, qui individualisent de plus en plus l'alerte au ceinturon de la personne, et on n'a plus les grosses sirènes dans la caserne qui disent « mobilisez-vous tous, on y va ». Voilà, donc il y a des explications scientifiques, rationnelles, et qui expliquent pourquoi des choses ne se font plus comme elles se faisaient. Et on n'a pas à juger ça, on a juste à comprendre, en fait, à observer les interactions et à, voilà. Donc ça, c'est la part universitaire qui me l'a amené après, mais ce qui est assez impressionnant, c'est que du coup, je dis à mon père, je vais te raconter cette histoire, et ce que je te propose, parce que tu n'auras peut-être pas la force de faire autre chose, c'est de relire mes récits au fur et à mesure que je les rédige. Comme ça, tu pourras y apporter des corrections en orthographe, en grammaire, etc., parce qu'il était très à l'aise là-dedans. Et l'idée de fond, c'était surtout, je vais te donner de la matière pour t'occuper l'esprit, pour que tu arrêtes d'analyser toutes les prises de sang qui te parviennent tous les jours, et que tu fasses autre chose que te concentrer sur ce truc qui est en train de te bouffer à l'intérieur, quoi. Voilà. C'était une façon à moi d'essayer de sauver, en fait, parce que j'étais dans ça aussi. Et du coup, il m'a accompagné dans l'écriture de ce livre, dans la relecture, et le livre est sorti au moment où lui est parti. Voilà. Et en fait, j'écrivais ce livre à la fois pour Laurent, à la fois pour mon père, et sauf que, troisième couche, pendant le temps de l'écriture des retours d'intervention, j'ai un autre collègue de mon âge qui s'est tué dans un accident de vélo un jour où il s'entraînait, un jour de repos. Il avait déposé son petit garçon qui avait l'âge d'une de mes filles à l'école, et il est parti, parce que c'était un sportif de haut niveau, faire le tour du lac Léman en Suisse. Enfin, c'est une grosse sortie, et il devait récupérer son fils le soir à la sortie de l'école et rentrer chez lui. Et en fait, il s'est fait renverser par une voiture, et ce mec, c'était une montagne de muscles, de gentillesse, de tout ce qu'on veut, comme il y en a plein dans les casernes de pompiers. Et c'était juste impossible de voir un mec comme ça s'écrouler, quoi. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre ce qui t'arrive, c'est que la mort est en train de rôder autour de toi. Une fois, 2 fois, 3 fois, est-ce que tu attends la 4e ou est-ce que tu te bouges? Qu'est-ce que ça vient te dire à toi? Et ce message, je l'ai pris comme il venait, si tu veux, sans me demander forcément d'où il venait et pourquoi, mais je me suis dit, là, il y a un truc, il faut que je réagisse, sinon ça ne va pas le faire, quoi. J'ai eu cet instinct de survie, on va dire. Et je me suis rendu compte à quel point l'écriture m'apaisait dans toutes les peurs qui étaient les miennes à ce moment-là, jusqu'à me dire un soir en pleine nuit à 3 heures du matin, où je me levais comme on part en intervention pour écrire, que ce qui s'écoulait à l'intérieur, c'était juste du bonheur, et que, en fait, j'étais carrément envieux des gens qui pouvaient vivre de leur plume, tellement c'était doux dans la dureté de la vie que j'étais en train de traverser. Et je me suis dit, finalement, moi, j'aimerais bien vivre de ça, quoi. Je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas si c'est possible. En plus, j'avais aucune confiance dans mes mots, dans ma plume. Et je me suis juste dit, peut-être que ouais, c'est ça qui me ferait le plus grand bien dans la suite, c'est de pouvoir vivre de mon écriture. On va faire court parce qu'il y a tellement de choses à dire, si tu veux, mais en gros, l'idée aujourd'hui, c'est de dire, pour que je puisse vivre de mon écriture, je suis revenu à la notion de c'est quoi vivre, sans parler d'aspect financier ou autre.
juste à me dire, peut-être que ton écriture doit être vibrante et vivante, et que toi, tu es là pour lui permettre ça, et puis tu verras bien ce qui se passe. De toute façon, c'est pas plus dangereux que de partir au feu. Et ça, puisque tu prends de l'âge, ça devient très dangereux. Alors qu'il me semble que dans la façon d'écrire, de communiquer et de poursuivre cette guidance avec mon papa et avec les personnes qui sont parties un peu, non pas au-delà, mais juste à côté, eh ben, il y a des choses qui se sont ouvertes. J'ai entendu des expressions dans ma tête qui m'ont incité à la méditation, qui m'ont proposé l'expression de passeur d'âme. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. D'arbres de vie, de fleurs de vie. Enfin, voilà. Donc je me suis dit, bon, bah, accueille ce qui arrive, je ne sais pas d'où ça vient, mais je m'en fous. Si ça t'arrive, c'est que c'est pour toi, c'est cadeau, et fais-en ce que tu peux, surtout, en essayant aussi de faire ce que tu veux de tout ça. Ouais. On voit bien que ce sont des moments charnières et des moments forts, intenses en émotion qui ont permis, enfin, c'est même pas une bascule, c'est une continuité. Et tu vois, dans tous les chemins mènent à soi, j'aime bien justement qu'on puisse voir, qu'on puisse observer, qu'on se mette en position d'observateur pour se rendre compte que on passe pas d'une vie à l'autre. En fait, ce sont Non. des enchaînements d'événements, des rencontres mais qui donnent du sens finalement. C'est quand on regarde, tu sais, quand on regarde en arrière, je trouve, quand on regarde en arrière, je trouve que c'est important de dire regarde devant, ne regarde pas en arrière. Je dis non, c'est important de regarder aussi en arrière pour donner du sens à ce qui se vit là dans le moment présent et à ce qui s'en vient justement juste devant. Parce que à travers ton parcours, et j'écoutais tout ce que tu nous partageais, on sent bien qu'on est en train de boucler la boucle. Hein. On parlait de métier. Tu disais non, métier, ça ne me parle pas. Je crois qu'on va plutôt chercher une activité qui nous fasse vibrer. Et là, tu parles de cette vibration justement dans les mots. Il y a aussi des choses importantes que tu nous as partagées, notamment autour de l'histoire de ton papa, où on voit bien que de façon peut-être inconsciente, il y a quelque chose dans l'ikigai que c'est là que je commence à faire voilà, mes incantations, à me balader dans l'outil. Ou dans l'ikigai, on voit bien qu'il y a une notion pour être dans son ikigai, pour se sentir sur son axe, à sa place, à cette place qui est si vibrante dont tu parles, il y a vraiment une idée de donner et recevoir. Les deux sont là. Oui. Et on sent bien que tu étais en train de faire quelque chose que tu aimais profondément dans l'écriture de ce livre. Voilà, tu te donnes à l'écriture, cette activité vibrante pour toi. On sent que tu as des compétences qui sont en train de se développer, que tu alimentes aussi par tes formations. Et en même temps, ce job que tu entreprends, donc cette écriture que tu entreprends, on sent bien que c'est le sens que tu lui donnes, c'est aussi une contribution pour ton papa, pour l'accompagner dans ses derniers instants de vie. Et à la fois, ton papa qui reçoit cette contribution, qui devient à son tour une contribution pour toi. Là, on est dans le cercle du bas de l'ikigai. Et il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose de vertueux. Cet accompagnement, si tu veux, je vais aller jusque-là parce que aujourd'hui, c'est un choix d'aller là. Ouais. J'ai accompagné mon papa dans son dernier souffle. Quand un pompier a passé sa vie à former des moniteurs de secourisme, notamment à donner de l'oxygène à des gens et à les aider à respirer au mieux pour que ça se passe au mieux pour eux. Moi, à l'âge de 40 ans, j'étais au chevet de mon père le soir de mes 40 ans. Souvent, j'ai des potes qui tu fais quoi pour tes 40 ans ou tu as fait quoi? Moi, j'ai accompagné mon papa à partir, mais je l'ai accompagné comme lui m'a accompagné à venir au monde. C'est-à-dire que 40 ans plus tôt, dans la même maison, je suis né à la maison, en fait, parce que j'étais pressé d'arriver. J'ai toujours été précoce. Et c'est mon papa qui m'a mis au monde avec son pote médecin. Ils ont fait comme ils pouvaient en regardant comment ça se passait dans les westerns à l'époque. C'était l'anecdote familiale de raconter qu'il avait vite fait chauffer de l'eau dans une bassine et ils avaient fait ce qu'ils pouvaient. Et moi, j'ai fait la même chose quand mon papa devait partir et qu'il ne voulait pas et qu'il s'accrochait. Je m'étais un peu documenté, j'avais lu La mort intime de Marie de Henzel et je me suis dit, je serai la personne qu'il a été pour moi à mon arrivée, pour son départ. Et quand j'ai compris qu'il devait partir et qu'il n'y arrivait pas, je l'ai aidé à partir. Je l'ai accompagné et je l'ai vu partir. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans les mêmes situations décrites par des gens comme Jean-Jacques Charbonnier, où d'un seul coup, dans la pièce, il s'est passé quelque chose juste
d'indescriptible, d'incompréhensible à l'époque, et pourtant qui était bien là, présent, et qui occupait toute la pièce. Et quand j'ai regardé le corps de ce papa qui venait de partir, ce n'était plus qu'une enveloppe terrestre, mais il n'y avait plus mon papa dedans, puisque je l'avais observé tout autour de moi, et que je crois que j'ai fait une partie de ce voyage avec lui, parce que dans les expériences de mort imminente, on peut aussi partir sur un bout du chemin avec la personne qui s'en va. Et j'ai décollé un petit peu à cette époque-là. Ça m'est arrivé avec un 4e décès plus tard dans la profession d'un collègue où je suis parti quelques temps, et ça a affolé beaucoup de gens autour de moi, parce que je pense que je suis dans ces expériences-là aussi aujourd'hui. Et toute la difficulté, c'est de dire, OK, tu es capable de décoller, mais est-ce que tu es capable de garder les pieds sur terre en même temps? Parce que c'est chouette, la tête dans les étoiles, mais si tu n'es pas ancré, enraciné, ou s'il n'y a pas des gens qui maintiennent la ficelle du cerf-volant qui décolle parce que le cerveau est plus rapide que lent, est-ce que tu es sûr que tu peux revenir parmi nous? Parce que ta place, elle est bien ici pour l'instant, et elle n'est pas ailleurs. Donc, je suis passé de la posture de l'extraterrestre au mec qui cherche juste à être un terrestre extra. Voilà. Magnifique, magnifique. Merci pour tout ce que tu nous partages dans toute intimité, Nicolas. C'est précieux parce qu'on sent bien que sur ton chemin, il y a, tu vois, on a parlé de ton enfance, mais on aurait pu démarrer au jour de ta naissance où ce papa t'accompagne dans ton premier souffle et où toi, tu l'accompagnes dans son dernier souffle. Et au milieu, en effet, il y a le feu, cette flamme quoi, qui nous Oui. anime. Hein. Et on sait que animer, ça vient d'anima, on parle d'âme, tu parles de passeur d'âme. Il y a tellement de symbolique dans tout ce que tu nous partages, c'est extraordinaire. Le fire coaching, moi, quand je t'ai découvert, j'ai vu en effet que les mots, c'était quelque chose de très, très important. Pour toi, c'est très présent. Avec des mots, on fait des phrases. Avec des phrases, on fait des textes. Avec des textes, on écrit des pages. Avec des pages, on crée un livre. La dimension du livre, c'est un outil d'accompagnement pour toi. J'ai l'impression que dans tes accompagnements, à travers les mots, tu fais... C'est comme si je perçois que tu aides les gens à accoucher d'eux-mêmes. Tu les accompagnes finalement dans ce premier souffle, dans cette renaissance à travers un livre. Et après, alors comment ça se passe justement ce moment-là avec eux? Raconte-nous, je suis très curieuse de savoir ce qui se passe. En fait, ça se passe par étapes, et si tu veux, je ne fais que proposer d'accompagner des personnes que je sens derrière une porte que je me suis autorisé à franchir, ou plusieurs portes, parce que dans ce que me disait mon papa avec l'histoire de passer un bac scientifique pour que ça m'ouvre un maximum de portes, c'est vrai que c'était une belle pensée. Et mon métier de pompier m'a permis de faire en sorte que si la porte te résiste, ou si tu ne peux pas rentrer, avec une échelle, tu peux passer par la fenêtre. Au bout d'une corde, tu peux passer par le toit. Tu peux même te prendre pour le Père Noël avec la cheminée. Enfin, voilà, tout est possible. Et du coup, enfoncer des portes, c'est pas compliqué, surtout que souvent, on arrive avec nos grosses haches à vouloir défoncer la porte absolument. Et la première chose à tenter dans ces opérations-là, c'est quand même de regarder si, en ouvrant juste la porte normalement et en la poussant vers soi, elle n'irait pas s'ouvrir parce que quelqu'un avait oublié de la fermer. Et souvent, c'est comme ça qu'on rentre le mieux, sans trop se forcer, sans trop se mettre en danger. Donc, je me suis dit qu'on parle beaucoup effectivement de ce fil qui se déroule et qu'on remonte à contre-courant. Moi, il y a une citation que j'aime beaucoup, que j'ai repris dans mon mémoire universitaire, qui était de Confucius, qui t'explique que l'expérience est une lanterne accrochée dans le dos qui consiste à éclairer le chemin parcouru. Voilà. Donc, en fait, il suffit de se retourner, de se dire, moi, j'en suis là, ok, je ne sais pas encore où, je ne sais pas non plus comment, mais d'où je viens. Et est-ce que je n'ai pas un peu oublié ça? Et auquel cas, est-ce que sur le parcours qui me précède, il n'y a pas des choses qui peuvent me permettre de poursuivre la suite? Et là, c'est le petit poussé avec ses petits cailloux, et c'est les ouvrages de mon enfance aussi. Et du coup, c'est vrai que le livre a toujours été à mon contact. J'ai eu des parents qui étaient bienveillants à cet égard, qui voulaient vraiment que tout nous réussisse, en termes d'éducation surtout, beaucoup plus que sur l'aspect financier des choses. Et à force de me dire tu dois lire, j'avais arrêté de lire, et je lisais quand j'étais gamin, je lisais quand j'étais ado, j'adorais Boris Vian.
Et après, j'ai arrêté et je me suis mis à lire comme un, comme un fou à l'âge de 40 ans. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé réellement à me faire cette culture à la fois scientifique et littéraire. Et je me suis rendu compte effectivement à quel point le livre a été important dans ma vie, parce que écrire des livres, voilà, tout simplement. Ouais. Donc ça a été le nom d'un atelier d'écriture. Et je me suis dit, j'ai envie de proposer ça autour de moi. Et dans mon parcours d'auteur, j'ai longtemps attendu le regard d'un éditeur, de plusieurs éditeurs, en envoyant mes manuscrits. Et je me rendais compte qu'en fait, ça bloquait l'énergie que j'avais dans l'écriture parce que j'étais en attente du regard de quelqu'un d'autre, de la validation. Et puis, il y avait cet esprit aussi de se dire, ouais, je pourrais peut-être me faire repérer. Donc, l'ego, il s'en donnait à cœur joie. Mais en fait, ok, c'est bien, mais ton écriture, elle en est où? Parce que là, tu attends une validation et toi, tu as les choses qui sont là, que tu bloques, que tu barres et qui vont se barrer parce qu'au bout d'un moment, ces pensées, elles vont partir ailleurs parce qu'elles ne t'appartiennent pas forcément non plus. Tu les as saisies là quand elles passent. Et du coup, je suis passé à l'auto-édition, en fait, en me disant, mais moi, le livre, ce qui m'intéresse, c'est autant ce qu'il y a dedans que son aspect extérieur. Parce que c'est un objet de savoir et que, en plus, c'est le seul objet, finalement, qui semble très difficile aujourd'hui à falsifier parce que ça coûte plus cher de copier un livre déjà existant que d'acheter le livre tel qu'il est. Je ne suis toujours pas passé au livre digital parce que j'ai encore quelques blocages là-dessus, même si ça permet de les faire voyager peut-être plus loin, mais l'objet en tant que soi, moi j'adore avoir un bouquin dans les mains, j'adore le griffouiller, j'adore voilà. Et j'étais aussi très intéressé sur comment ça se fabrique de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Et à un moment donné, je me suis dit, euh, eh ben si je veux vivre de mon écriture, peut-être que je ne dois pas attendre le regard d'un éditeur et tomber dans un schéma d'écriture où il va vite falloir qu'on me mette la pression pour que le prochain bouquin arrive parce que le premier aurait bien marché, etc. Ou pas d'ailleurs. Et je me suis dit, non, non, j'écris quand j'ai des choses à écrire. Sinon, ça ne sert à rien et ce n'est pas le sens de l'écriture que j'ai envie de vivre. Mais par contre, est-ce que, puisque je deviens un producteur local de mes propres travaux, recherches et autres, est-ce que finalement, je ne dois pas m'inspirer des marchés de producteurs locaux pour écouler ma marchandise? Et pourquoi pas mettre en place un réseau, un tissu social ou des personnes relais qui finalement ont envie de participer à ça. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec des personnes comme toi, avec Virginie, avec Anne-Maurice, avec d'autres liens que j'ai fait dans le monde du développement personnel, où je me suis rendu compte que c'était un vrai travail de passeur d'âme aussi et de tisseur d'âme, de dire peut-être qu'en plus les livres que j'écris, ils ont effectivement un public à qui ils peuvent s'adresser. Et la compétence que j'ai en tant que sapeur-pompier, que je ne veux surtout pas oublier, c'est que moi, mon public, ma cible, ce mot, je ne l'aime pas du tout non plus, je préfère flécher que cibler. Mon public, finalement, j'ai de la chance, c'est tout public, parce que le sapeur-pompier que j'ai été, il est intervenu dans le cabinet d'un ministre à l'époque quand j'étais sur Paris, mais il intervenait aussi dans la rue auprès du SDF et je donnais le même amour, le même soin aux deux, quel que soit leur statut social. J'en avais rien à foutre en fait. Donc je ne vois pas pourquoi ça, je m'en priverais aujourd'hui et je ne vois pas pourquoi ce que j'écris n'intéresserait pas autant la personne qui est sur son carton dans la rue que le gars qui est tout en haut à essayer de nous faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Voilà. Ouais. Donc je ne me gêne pas, je pense que le travail de l'écrivain, c'est de faire en sorte que ses écrits soient tout sauf vains, justement. Qu'ils aillent là où ils doivent aller et de la façon dont on peut les faire voyager. Donc, je suis vraiment aujourd'hui en quête de personnes relais, de personnes ressources, de lieux où je peux déposer mes ouvrages, les mettre à disposition. Et ça m'est arrivé aussi, puisque c'est moi le patron de cette planche à billets, de prendre des bouquins encore dans le carton de l'éditeur et de les donner à des gens qui n'avaient aucun moyen de s'en sortir en leur disant, écoute, le seul moyen dont je dispose moi, j'ai envie de t'en faire profiter, tu fais ce que tu veux avec ces bouquins, je te les offre. Si tu arrives à les écouler, tant mieux pour toi et j'espère que ça se passera bien. Voilà. Donc, si tu veux, il y a dans cette approche, c'est de dire je veux vivre de mon écriture, mais pas égoïstement, parce que c'est pas ça le projet. C'est
comment l'écriture peut accompagner le maximum de personnes à vivre, et aujourd'hui, dans les situations où on est, surtout à survivre, à condition d'écrire survivre en 2 mots avec un trait d'union, parce que tout se trouve dans le trait d'union, en fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà, et c'est ma façon, si tu veux, de faire ma part comme je peux et avec les personnes qui ont envie de m'accompagner à le faire, quoi, tout bêtement. Bah, tu as un bien beau colibri, hein, où on sent bien que dans l'écriture, l'humain est au cœur pour toi. Et tu vois, je faisais le signe pour montrer à quel point la boucle est bouclée. Tu parlais de ce premier amour, là, ce coup de cœur pour ce métier à tisser, où à travers toutes tes expériences, tous les chemins que tu as traversés, toutes les épreuves que tu as traversées, auxquelles tu as donné du sens, et ce que tu accompagnes aujourd'hui à travers l'écriture, on sent bien que le sens premier, c'est ça, c'est de tisser, hein, c'est de tisser Ouais. du lien, et que tu es bien attaché à la dimension de l'être et non pas au Voilà. corps humain. C'est magnifique. Et du coup, si tu veux, pour revenir au sens et au départ de ta question, dans mes accompagnements aujourd'hui, de plus en plus, puisqu'il y a 3 entrées, il y a 3 portes d'entrée dans le Fire Coaching, c'est rencontrer, écrire, accompagner. Et en fait, il n'y a pas un ordre chronologique, c'est voilà, tu veux venir dans cet univers que j'essaye de mettre de façon la plus explicite possible, mais en gardant cette part de mystère. Bah, tu prends une de ces portes si tu veux, puis tu visites tant que tu veux, et puis tu repars quand tu veux, mais si tu veux rester, peut-être que ces portes peuvent t'emmener à différents niveaux, à différents étages, à différents pas liés, tu vois, où on apprendra surtout à faire en sorte que ce lien soit un lien d'amour, d'amitié, de joie, d'espoir, mais surtout pas un lien qui t'enferme ou qui te retient, parce que je ne suis pas là, moi, pour t'empêcher d'aller là où tu dois aller. Par contre, dans mes propositions, il y a peut-être des outils qui peuvent te permettre d'y aller en toute sécurité vers une sérénité. Voilà. Et du coup, de ce qui te semble dangereux, on va voir si d'autres anges un peu plus heureux peuvent nous accompagner. Voilà. On dit à Et, l'alchimiste. et voilà, et c'est pour ça que c'est une prise de risque, bien sûr, mais ce n'est pas une mise en danger. Voilà. C'est la part de distinction entre le feu et l'incendie, justement. Et au cœur de tout ça, il y a les émotions. Et l'idée, ben aujourd'hui, je me rends compte que dans l'évolution qui est la mienne et qui ne se fait qu'au contact de l'autre, eh ben, j'en viens aujourd'hui à accompagner de plus en plus, là en ce moment, ça n'arrête plus, des personnes à devenir auteurs de leur premier ouvrage. Alors, soit ils sont rentrés par la porte de l'atelier d'écriture en me disant ça m'intéresse, mais je ne sais pas écrire. Ouais, ben, écoute, déjà, ça m'intéresse, ça suffit, parce qu'en plus, tu viens de me l'écrire, donc tu sais écrire. Et à partir de ça, on va voir où ça t'emmène. Et j'en suis aujourd'hui, depuis quelques semaines, à faire la promotion de copains, de personnes, de tout univers confondu, qui sortent leur premier livre, et notamment en auto-édition. Moi, je n'ai pas un a priori sur le monde de l'édition, c'est un choix que la personne fera à la sortie de son atelier, mais en fait, les accompagnements se font à différents niveaux, à différents étages, parce que tu peux monter l'escalier ou le descendre. Et en fait, moi, je ne suis pas dans les marches, je suis dans la démarche et je suis plutôt la rampe sur laquelle tu peux t'appuyer. Et puis, si à un moment donné, tu débarques sur la terrasse parce que ce que je te propose, tu l'as dépassé, j'en suis le plus heureux des hommes, quoi. Magnifique, c'est Voilà. magnifique. Donc, Tu sais, tu parles d'une dimension pour moi qui est capitale, c'est la dimension du plaisir, de la joie que l'on va mettre à faire ce qu'on est en train de faire et à se couper de toute attente, quoi, se libérer des attentes. Tu en parlais très très bien à titre personnel, hein, quand tu te dis, mais moi j'aimerais tellement vivre de l'écriture, mais voilà, un éditeur qui va venir me mettre la pression derrière, ça ne matche pas pour moi. Et quand on travaille sur notre ikigai, en fait, c'est exactement ça. Tu sais, il y a un moment donné, il y a un élan, il y a un appel. J'ai envie de faire ça, ça me plaît, j'ai des compétences et j'aimerais pouvoir en vivre, mais je vais me confronter en effet à quelque chose qui ne matche pas avec moi. Et tu t'es vraiment mis en recherche de solutions déjà pour toi, donc en créant du coup cette maison d'édition, d'auto-édition du coup, et tu deviens du coup à ton tour une solution pour les personnes, en effet, comme tu le dis si bien, qui ont envie d'accoucher, de donner le premier souffle à leur livre et quelque part de retracer tous ces chemins qui les ont conduits jusqu'à ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est ça, hein? c'est ça, ouais. Ouais. Et du coup, j'essaye de me garder aussi
du temps pour moi dans tout ça, où je me dis, mais en fait, il n'y a pas que les livres dans l'écriture. Il y a, depuis quelques temps, il y a la chanson qui est arrivée. Donc, ça veut dire qu'en fait, il existe. Là, ce matin, j'ai annoncé sur le blog que j'étais arrivé au 101e texte du blog depuis l'été dernier. Bon, ma 101, c'est quelque chose d'intéressant pour faire basculer des choses. C'est un seuil critique, hein, c'est le 101e singe aussi. Tout à fait. Et il y a une personne affolée qui m'a dit, mais comment, mais je ne vais pas supporter ce silence. Et je lui dis, je ne t'ai pas parlé de silence. Je t'ai dit que la forme de l'écriture que j'avais proposée depuis 6 mois s'arrête là. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas prendre une autre forme, une autre dimension, être disponible autrement, à un autre endroit. Voilà, il y a l'idée des podcasts, il y a l'idée de... Moi, j'adore des voix qui viennent se poser sur des écrits aussi, donc tout est possible. Et j'ai pas envie de faire ça tout seul, en fait. Donc, j'ai un copain qui a son studio d'enregistrement, qui est chanteur, compositeur, interprète. Il y a des choses possibles chez lui aussi, donc je vais reprendre du temps pour moi pour aller mettre en place d'autres choses et poursuivre mes propres explorations. Et puis je crois qu'avec tout ce que j'ai écrit déjà depuis quelques années, ceux qui ont envie de me lire, ils ont crevé l'embarras du choix. C'est clair. Et si ils ont tout lu, ben, qu'ils se mettent à écrire eux aussi. Comme ça, moi, j'aurai plaisir à les lire aussi. C'est magnifique, c'est magnifique. Tu as une invitation justement pour ceux qui nous regardent, qui sont là en direct. Et je vois Béatrice, je vois Valérie, je vois Muriel. On va les saluer au passage. Oui, bien sûr. Voilà, il J'ai y a pas la vue dessus, Christine, mais bien il y sûr, a on les salue Marilyn, toutes. il y a Céline, il y a Sandrine. Voilà, Non, on il n'y a vous pas beaucoup embrasse. de garçons dans l'histoire, hein. Non, mais c'est vrai que c'est un univers où encore les hommes se font rares. Et Ils arrivent, ils ils arrivent, arrivent, tout à fait. ils arrivent. Ce que j'aime dans ce que tu décris, Nicolas, c'est que il y a deux choses auxquelles tu nous invites à ne pas nous attacher, c'est les attentes et la forme d'une chose. Et tu es vraiment Mm. quelqu'un qui accompagne les passages quelque part, hein. Tu l'as décrit dans tes expériences de vie et tu dis, voilà, c'est non, mes écrits étaient sous cette forme-là, mais euh, ils vont perdurer, mais sous une autre forme. Mais tout comme la vie en nous, dans cette enveloppe charnelle, finalement, perdure tout le temps sous une autre Mm. forme. Et à travers ce que tu racontes, j'ai l'impression que tu accompagnes tous ces passages et toutes ces transformations Ben, qui sont la vie, quoi, finalement. on a beaucoup parlé du lien au père et c'est peut-être le moment de faire le lien à la mère aussi. Et moi, je suis de plus en plus fan de l'éphémère, en fait. Voilà. Et tout Ah, dépend de la façon dont on l'écrit. magnifique. Ça veut dire que c'est aussi une façon de s'habituer à ces transitions, à ces cycles. Voilà, depuis peu de temps, en partie On œuvre grâce à toi ensemble. aussi, je ne pose plus de cadre, j'ai mes règles. Et merci la Lune. Voilà. Et je crois que ces enseignements-là aujourd'hui, ils sont tellement naturels, tellement ancestraux, tellement puissants qu'il est juste temps d'en prendre connaissance, notamment pour les messieurs, parce que les dames ont toujours fonctionné avec ça et les hommes ont toujours essayé de leur expliquer que le monde tournait autrement. Bon, bah, il est temps de faire cette bascule aussi. Et là, c'est nous qui avons ce chemin à faire parce que en fait, c'est un magnifique chemin. Et moi, je connais énormément d'hommes, et notamment dans le milieu du feu, qui aujourd'hui ne savent pas appeler au secours, ne savent pas demander de l'aide, ne savent pas reconnaître qu'ils sont en difficulté, en danger. Et on a eu les gueules cassées en 14-18. Ce serait dommage qu'on ait que des gueules cramées dans les camions d'incendie. Et à un moment donné, il faut en sortir, il faut laisser sa place aux jeunes. Et ce dispositif d'accompagnement, de reconversion, il est grand ouvert aujourd'hui. Et j'ai envie, moi aussi, d'y jouer un rôle important, mais avec une belle troupe autour de moi, avec moi, pour accompagner ces belles reconversions et voilà, ces transformations, parce que ouais, c'est ça le nouveau monde, en fait. Ouais. C'est d'accepter à un Merci. moment donné de passer à autre chose plutôt que s'accrocher, parce qu'on n'arrive pas à quitter le terrain. C'est clair, c'est clair. Merci pour ce que tu nous proposes, Nicolas, parce que c'est une invitation à nous réinventer Mm. continuellement
Et c'est vrai que je te salue, toi, le premier homme à marcher sur la Lune avec nous, tout un groupe de femmes. Avec la Lune. Avec la Lune. Avec la Lune. Avec la Lune. Tu es le premier homme à marcher avec la Lune, avec Alors, nous. J'espère que tu vas ouvrir le passage justement pour que le 101e homme puisse nous ouais, rejoindre aussi. alors je suis le premier homme dans ce groupe d'exploration que tu as mis en place. Après, je pense qu'il y a bien plus qu'un homme qui m'ont précédé dans ce voyage-là. À un moment donné, à se dire, OK, il y a le soleil, mais il y a aussi la Lune. Ce serait quand même intéressant d'aller se raccorder avec les deux. C'est vrai que moi, aujourd'hui, mon agenda, il dépend de ça aussi. Et je l'organise comme ça et je vois comment je fixe mes rendez-vous, mes activités en fonction du cycle de la Lune. Donc, c'est là qu'effectivement, j'ai chopé mes règles à 53 ans et je le vis super bien, quoi. Et parce que j'ai toujours eu tendance à sortir du cadre et en me disant, quand on sort d'un cadre, c'est juste qu'on est en train d'en construire un nouveau. Et je passais peut-être à côté de l'idée qu'on ne construit pas un nouveau cadre sans des règles. Non, Voilà. non, c'est clair. En tout cas, c'est un cadeau de t'accueillir parmi nous. C'est un moment cadeau aussi d'être avec toi ce matin, On se marre Nicolas. bien. On se marre bien. Pour toutes celles et ceux qui vont avoir envie d'entrer dans ton univers, je rappelle qu'on va avoir un moment fabuleux encore demain soir avec le premier cercle d'expression de soi où je ne dévoile pas, hein, parce que moi-même c'est pareil, je suis là, je suis en attente, j'ai un petit bout de la surprise que tu vas donner, du cadeau que tu vas offrir dans ce cercle d'expression de soi qui aura lieu demain, le 17 février à 20h, donc heure de France. On est à 14h heure du Québec. On va retrouver les 5 contributeurs là, des chemins qui mènent jusqu'à soi. Chacun d'entre vous, vous allez nous faire plonger dans votre univers. Vous allez être une contribution, c'est sûr, pour les gens qui seront là en direct, qui vont se connecter avec nous, parce que je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Et on va voir justement comment on a commencé à tisser des choses à deux. Demain, on va tisser un peu plus grand, nous 5, nous 6 réunis avec tous les gens qui vont entrer dans ce cercle avec nous. Et je suis sûre qu'il va être comme un poisson dans l'eau. L'eau et le feu, ça marche bien ensemble. Alors, mais ça marche super bien, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a un moment où j'ai investi dans une barque, parce que j'ai la chance d'habiter à côté du lac d'Annecy. Bon, je n'ai pas pu la conserver, mais j'y reviendrai parce que c'est un de mes rêves. Je me suis retrouvé sur une barque à ramer parce que je ne voulais pas de moteur. Et je me suis rendu compte, et j'ai fait des coachings sur cette barque. J'ai invité des gens, j'ai fait des petits lives à bord en me disant bienvenue sur la barque du Fire Coach. Et ce jour-là, j'ai compris que le feu sans l'eau, c'était même pas la peine d'y penser. C'est-à-dire que moi, j'avais surtout intérêt à me remettre au contact de l'eau parce que c'est les émotions. C'est aussi le milieu dans lequel mon ami est parti. Et c'est pas anodin, ça veut dire qu'il me montrait peut-être aussi un chemin. Donc, en revenant au contact de l'eau, en étant de nouveau au contact de l'air via la méditation. Ne nous en dis pas trop, garde-en pour demain soir. Ouais, mais j'ai juste compris, si tu veux, que j'arrêtais de lutter contre l'incendie, contre le feu, et je m'accompagnais de l'eau et de l'air. Et c'était bien plus facile et c'était bien moins épuisant pour continuer à faire ce que j'avais à faire. En étant bien ancré à la terre. Voilà. Merci Nicolas, merci de tout Merci cœur. À toi Valérie. Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre du coup demain et puis entrer dans l'univers de Nicolas, vous avez vu qu'on va pouvoir, je pense, plonger dans l'univers des élémentaux. Eh bien, ce sera demain soir. Il y a le lien qui est juste au-dessus ou en dessous. Ça dépend où vous regardez cette vidéo. Pour laisser juste votre prénom, votre email et vous allez recevoir automatiquement le lien de connexion pour nous rejoindre en direct dans ce cercle d'expression de soi. On vous dit merci à tous pour votre présence en direct. Merci à tous ceux qui se connecteront en replay. N'hésitez pas à nous laisser un petit message. On ira voir, on vous répondra, on vous fera un petit signe. Ce sera avec plaisir. On va vous quitter en direct et moi, je vais avoir le plaisir de garder Nicolas avec moi encore quelques minutes. Si tu es d'accord, Nicolas. Avec grand plaisir, Valérie. On vous embrasse. À très bientôt. À bientôt.